Tour de France, c'était la 17e étape aujourd'hui entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy. C'est Richard Carapaz qui s'est imposé, Grégoire. Exactement, la victoire de l'Équatorien sur cette 17e étape à 13 km de l'arrivée. Il a déclenché son attaque dans le col du Noyer. Il a pris une petite avance comme ça, un petit coup de pédale sur Simon Yates. Il ne sera pas repris, il remporte donc sa première étape sur le Tour à 31 ans. Simon Yates prend logiquement cette deuxième place devant Henrik Mas. Guillaume Martin, premier français, termine 6e. Au classement général, il va s'afficher. Tadej Pogacar garde évidemment ce maillot jaune après avoir tenté de semer Vingegaard et d'être repris sur la fin. Le Belge Remco Evenepoel, c'est à noter, a repris 10 secondes à Pogacar et 12 secondes à Vingegaard. Pour en parler, on sera tout à l'heure avec Claire Bricogne dans un instant. Mais avant cela, c'est l'été, c'est l'heure de l'apéro. Alors, on n'attend pas Patrick? Patrick Chassé est avec nous. Rien à voir avec l'apéro. C'est un bon lancement. J'ai failli repartir. Hein, là, c'est pas maintenant. Notre spécialiste vélo et pas notre spécialiste apéro qui est avec nous. Les favoris se sont bagarrés aujourd'hui. Patrick, on s'y attendait pas nécessairement. Ah non, on s'y attendait pas du tout. Enfin, quoique. On a eu un début d'étape tonitruant, une échappée une échappée qui s'était dessinée mais qui n'arrivait pas à prendre du temps. Et surtout, on a vu que dans cette échappée et dans d'autres, on voyait des coureurs de Visma, donc des équipiers de Vingegaard qui voulaient absolument se glisser en tête. Donc ça, c'est pas anodin. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'il met des appuis devant pour s'en servir plus tard, s'il tente quelque chose, Jonas Vingegaard. Et puis quand il y a eu une échappée d'une cinquantaine de coureurs qui finalement a pu se barrer, là, ils ont laissé filer. Donc, moi, j'étais devant ma télé, je me suis dit, bon, ok, c'est pas ça, sinon ils ne laisseraient pas filer. D'autant que dans les 50, il y avait à nouveau des coureurs de Visma qui finalement auront servi à quelque chose. Hein. Mais c'est vraiment dans le final qu'on a assisté. On s'y attendait plus vraiment à une attaque de non pas Vingegaard, mais de Pogacar. Il n'en a pas assez, il avait envie d'attaquer. Son instinct, parfois stupide, a-t-il dit, je crois, lors de la conférence de presse. On a un autre spécialiste vélo aujourd'hui en plateau qui a même suivi le Tour dans une autre vie. C'est Georges Quirino qui est avec nous. Georges, je vous voyais pas être tout à fait d'accord sur l'idée de voir les favoris attaquer aujourd'hui. Vous l'aviez un peu pressenti ? Non, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Patrick. Effectivement, c'est dans l'ADN de Pogacar. On a l'impression qu'il ne peut pas s'en empêcher. Mais après, je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais moi, de le voir, même dans une étape comme ça, y aller, ça me donne le sentiment que il est jamais totalement serein avec Vingegaard, malgré l'avance qu'il a au classement général. Je ne sais pas s'il a encore en tête peut-être les Tours de France des années précédentes, où il a été un petit peu traumatisé justement par la haute montagne, où on va arriver là, et des étapes avec des dénivelés assez importants. Donc je ne sais pas si au-delà de l'ADN de Pogacar, il n'y a pas aussi finalement... Alors, où la preuve, l'indice d'une certaine fébrilité toujours jusqu'au bout, ou finalement peut-être qu'il a envie peut-être aussi de lui taper un grand coup sur la tête par rapport aux humiliations que lui a subies les années précédentes. L'humiliation, elle est déjà intervenue, il me semble. J'ai pas l'impression qu'effectivement, il soit dans la hantise ou en tout cas, s'il est dans la hantise d'une contre-performance par rapport à Vingegaard, je dirais qu'il devrait attendre les deux dernières grosses étapes de montagne. Aujourd'hui, c'était une étape, certes, avec un col du Noyer, mais le col du Noyer est assez méconnu. Il est très irrégulier, il est parfois difficile, on l'a vu, surtout pour ceux qui étaient échappés depuis très longtemps, dans une étape où on a beaucoup donné. Mais pour les favoris, ce n'était pas vraiment une étape. Et à chaque fois, effectivement, qu'il a été dominé par Vingegaard dans le passé, c'était sur des grands cols. C'était sur le col de la Lose, c'était sur le Ventoux. Bref, c'était sur des cols qui n'avaient rien à voir avec... le col du Noyer, c'est quand même pas, évidemment, tout le monde le comprendra, la même chose. Non, je crois qu'il a cet instinct de chasseur qui le pousse parfois à attaquer. Attention, il a attaqué à 1 kilomètre du sommet du col du Noyer. Derrière, ça redescendait et ça remontait pendant 3-4 kilomètres pour arriver dans la station de Dévoluy. Donc il n'a pas pris, comme il l'a fait d'ailleurs à chaque fois, il n'a pas pris une marge énorme pour attaquer, de façon à pas trop s'exposer à un éventuel contre si ça ne marchait pas. Claire Bricogne est à Superdévoluy. Justement, Claire, merci d'être avec nous. Vous étiez tout au long de la journée tout proche du peloton. Comment vous l'avez analysé, cette petite démonstration de force de la part de Pogacar? Est-ce que c'était la crainte des autres? Est-ce que c'était l'envie tout simplement aussi de marquer sa fraîcheur, sa supériorité vis-à-vis des autres? Non, en fait, je crois que c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis quelques jours. Il y a eu un inversement total
guerre psychologique. Patrick disait il y a quelques jours sur le plateau de l'équipe du soir que c'était un combat de boxe presque coup pour coup. C'est encore le cas en fait. C'est vraiment ça. Il essaie de mettre au fur et à mesure. Il a quand même dit que c'était stupide, Pogacar, d'avoir fait ça, notamment d'avoir attaqué de cette manière. Mais en tout cas, c'est vraiment, il le sent, il a envie de reléguer Vingegaard le plus loin possible et surtout psychologiquement de lui dire, voilà, je suis encore terminé devant toi. Il y a encore eu des secondes que je t'ai grappillé, etc. Donc il y a quand même un écart conséquent au classement général entre les deux et ça, faut pas l'oublier. Justement, Patrick, vous aviez décidé de choisir quelques images à nous montrer par rapport à cette étape du Tour de France, avec donc la bagarre entre les 3 favoris et notamment Evenepoel qui reprend in fine 12 secondes à Vingegaard. C'est ça, parce qu'effectivement, dans cette étape où on n'attend pas de bagarre entre les favoris, enfin moi personnellement, je n'attendais pas de bagarre, à la fin, ça a été que ça. 5 km, c'est les échappés qui sont à 5 km. Ça, c'est l'attaque de Pogacar. Vous voyez que derrière, Vingegaard réagit tout de suite. Et le 3e du classement, eh bien Evenepoel est là également. Evenepoel qui, d'ailleurs, va se permettre dans le final. Alors on va s'isoler, on va revenir sur des échappés. On voit que Vingegaard a récupéré aussi des équipiers qui étaient devant. Et dans le final, là on est dans la montée vers Dévoluy, c'est effectivement Evenepoel qui attaque et qui va être capable de reprendre un petit peu de temps par rapport à ces 2 hommes qui le précèdent au classement. Lui-même, Pogacar, va reprendre 2 petites secondes sur la ligne. On voit que dans le côté psychologique, on disait que la guerre psychologique était terminée. Je suis d'accord avec toi quand tu disais tout à l'heure qu'il y a un besoin peut-être d'humilier l'autre. J'ai l'impression que sportivement, le match est plié, mais psychologiquement, à mon avis, ces deux-là, tant qu'ils auront un dossard dans le dos, ils essaieront effectivement de se marquer l'un par rapport à l'autre. Moi, je trouve qu'il a un panache incroyable, ce Pogacar. Franchement. C'est-à-dire que, tel que je vois les choses, Vingegaard et Evenepoel, c'est quand même plus des contreurs. Et lui, avec l'avance qu'il a et ce sentiment de supériorité qu'il dégage, en plus il est adossé à la plus forte équipe, il pourrait être en gestion. Et moi je suis plus tennis que vélo, et quand tu as un gestionnaire contre un contreur, honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Lui, c'est quand même quelqu'un qui en fait oblige les autres à chaque fois à sortir du bois, à baisser les masques. Là, dans une étape qui était une étape, je ne vais pas dire anodine, mais un petit peu quand même, enfin en tout cas c'est pas la grande bagarre qu'on espérait, lui t'introduit ça. Et moi, je trouve que ce gars-là, c'est quand même une bénédiction sur ce tour. C'est-à-dire que lui, il est proactif, il est protagoniste, et il oblige les autres à sortir du bois, même dans des étapes où ça pourrait être des étapes juste de transition. Et je le trouve franchement fabuleux. Je trouve que son approche, alors peut-être parfois il y a un peu de naïveté, peut-être que tout n'est pas cérébral, mais honnêtement, je trouve que pour des passionnés de cyclisme, voir ça, c'est beaucoup plus chouette que de voir des courses d'attente, etc. Enfin, c'est mon point de vue. Moi déjà, j'ai envie de les remercier, les favoris, là, parce que pour une fois, ils ont laissé partir un coup devant quand même. Donc ils n'ont pas voulu absolument remporter la victoire d'étape. Mais juste sur ça, sur le côté panache de Pogacar, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il y a un côté aussi d'écraser la concurrence. Et avec quelle façon, justement, un peu humiliante, début de la saison même. D'autres l'ont fait avant lui. Là, ça fait quand même des générations qu'on n'a pas vu un champion comme ça, Patrick. Oui. Un coureur qui, Strade Bianchi, part à combien 80 km de l'arrivée, je pensais que c'était 70, c'était 80. Qui gagne Liège-Bastogne-Liège, pareil. Non, mais qui gagne le Giro, il a gagné combien d'étapes sur le Giro 4-5 étapes. Il a fini, je sais pas, Quand Merckx faisait ça, on écrivait des épopées. Oui, mais Merckx, c'était il y a 50 ans déjà. Il y a une surdomination. On n'a plus le droit de le faire. Non, mais c'est plus du tout dans l'air du temps. Il y a surtout, peut-être qu'il ressuscite ça, peut-être que c'est... Je crois pas, je me souviens de Pierre Chany, grand journaliste de cyclisme, qui écrivait, qui disait le panache, c'est une invention de journaliste. C'est-à-dire que le sportif, le coureur, le champion, s'il fait ça, c'est pas uniquement c'est pas de l'esbrouf. Non, moi c'est ce que je vois. Mais lui, je sais bien que c'est pas son intention d'être juste spectaculaire. Mais je trouve que le rendu, je parle bien du rendu, de la même façon que quand une équipe de foot attaque, c'est pas pour faire plaisir uniquement au public, c'est parce qu'elle pense que c'est le meilleur moyen de gagner le match. Lui, il pense que c'est comme ça qu'il a le plus de chances de dominer ses adversaires, en les attaquant. Je trouve, moi, de mon point de vue, dans mon fauteuil, je trouve que c'est beaucoup plus sympa comme ça que de voir une course où il y a énormément d'étapes de neutralisation. C'est comme ça que je vois le truc. Claire Bricogne nous appelle depuis Super Dévolu pour répondre à ce débat.
Oui, non, je voulais juste ajouter en termes de guerre psychologique, on n'oublie pas, et Patrick en a parlé, que les Visma s'étaient glissés dans les premiers coups de l'étape notamment, et on l'a entendu autour des commentaires, des suiveurs, etc. On se demandait un peu quelle était finalement cette stratégie, on s'est même demandé à un moment s'il n'y avait pas un énorme coup que la Visma avait envie de faire sur cette étape, et le fait que Pogačar aille prendre du temps finalement à Vingegaard sur une étape où on s'est demandé si les Visma ne préparaient pas quelque chose, je pense que c'est aussi un coup psychologique finalement. Voilà, c'est juste pour alimenter le débat de la guerre psychologique. Et justement, il y avait une des informations de cette étape, c'est donc ces fameuses 12 secondes que Evenepoel reprend à Vingegaard. Est-ce que cela sera suffisant pour aller disputer la deuxième place? Est-ce que ça crée un suspense pour le podium? Écoutez la réponse de Remco Evenepoel. Et les gars devant vous, en l'occurrence Vingegaard, vous le visez maintenant? Non, pas du tout, non. Je pense qu'il y a encore 2 minutes entre nous. C'est beaucoup... Il y a encore ces étapes qui doivent arriver. Je pense que moi, je suis peut-être un petit peu meilleur que lui sur une étape comme celle-ci. Il y a encore ces montagnes qui arrivent. Et c'est clair qu'ils auront des plans pour les 2 étapes d'Alpes. Et du coup, moi, je dois essayer de rester sur cette forme-ci, avec ces jambes-là. Et puis après, consolider la 3e place. Je pense que c'est le plus important pour moi. Claire Bricogne, vous avez rencontré Remco Evenepoel à l'issue de cette étape. Vous l'avez senti comment? Là, ce qu'il nous raconte, c'est de la com. Il est vraiment abattu ou il avance masqué? Non, il n'est pas abattu. Je pense qu'il est très content du Tour de France qu'il fait. Je pense que son équipe est très contente du Tour de France qu'il est en train de faire également. Mais par contre, il y a un petit virage. C'est-à-dire qu'en début de semaine dernière, notamment quand on pensait que Vingegaard allait vraiment pas bien, Evenepoel disait je pense que Vingegaard est prenable. Pogačar, c'est une autre planète, mais Vingegaard peut-être prenable. Et là, depuis la journée de repos, en effet, parce qu'il a commencé à le dire dès lundi, il dit qu'il ne croit plus du tout en la seconde place, que maintenant, ce qu'il a envie de faire, c'est sauver sa place sur le podium et donc cette 3e place. Claire Bricogne, Dave Apadou a une question pour vous. Ouais, bonsoir Claire. Un peu pour le prolongement là, de ce que tu dis sur Evenepoel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'état d'esprit de Vingegaard. Est-ce que, compte tenu du fait qu'il a eu une blessure il y a pas si longtemps finalement, est-ce que lui, dans sa tête, c'est bon, si je suis 2e, c'est bien, ou est-ce qu'il peut se mettre en péril pour, dans les jours où il y aura des grands cols, essayer d'attaquer, quitte à risquer sa 2e place? Parce que je le trouve pas très, pour l'instant, pas très... Entreprenant, quoi. Ouais, pas très entreprenant, c'est le mot, ouais. Alors déjà, il faut avoir les moyens de le faire pour être entreprenant à la manière d'un Pogačar. Hein. Par exemple, il avait connu un retour de bâton déjà l'année dernière, on se souvient, Tadej Pogačar. Donc il faut vraiment être dans une forme excellente pour pouvoir faire ce que Pogačar fait aujourd'hui. Mais dans le discours, lui, Vingegaard, il dit toujours qu'il n'abandonne pas et que c'est en effet la victoire ou rien. Et ça, il continue à le dire, hein, évidemment, mais en y croyant certainement de moins en moins. En tout cas, c'est l'impression qu'on a aussi depuis quelques jours maintenant, quoi. Depuis le Lioran, en fait. Le Lioran, c'était, voilà, maintenant il commence à y croire à nouveau. Il se place presque pas en favori, mais en tout cas peut-être juste au-dessus de Pogačar. Et maintenant, c'est complètement l'inverse qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir ça également. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une course d'équipe. Hein. Il y a des choses à aller chercher. Un podium sur le Tour de France, c'est quand même pas mal. Donc est-ce que Vingegaard, à un moment, ne va pas, lui et son équipe, en tout cas, vont pas changer un peu de stratégie, etc. En fait, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un moment où on renonce quand on est un contre-la-montre finale à Nice, et à combien de temps on se dit que là, on renonce, quoi. À combien d'écart également de Pogačar? Oui, il ne faut pas oublier que pour ce chrono, sur le papier, indépendamment des semaines de course qu'il y a eu avant, Evenepoel est le favori. Mais attention, c'est un chrono qui ressemble beaucoup à Combloux l'année dernière, où, rappelez-vous, Vingegaard avait mis une fessée à tout le monde. Donc, s'il progresse, ce qui n'est pas encore complètement acquis, il est déjà à un très haut niveau, mais s'il est encore capable de progresser sur la 3e semaine, voilà, lui aussi sera peut-être favori. Moi, je ne crois pas que Vingegaard joue le classement général, joue une 2e place absolument. Non, mais il a gagné 2 fois le Tour. Il a 7 minutes d'avance sur le 3e, 9 sur le 4e. Voilà, arrêté, comme s'il allait... Mais il prendra peut-être... Il a 2 minutes d'avance sur... Non, mais sur le 4e, sur le podium... Non, mais le 4e, on s'en fout. Bon, et il a 3 minutes d'écart, pratiquement. C'est ce que j'allais dire. Evenepoel, c'est son premier tour. Il veut évidemment défendre cette 3e place. Mais en même temps, il est quand même bien à l'abri. Moi, je te pose une question. J'ai vu l'étape. Evenepoel, quand il s'en va, bon, il prend que 12 secondes. Vingegaard, il reste, il ne va pas le chercher.
on aurait pu penser, moi, sur le coup, qu'il allait en prendre 20 ou 25 en écoutant les commentateurs. Et c'est resté à 12, il s'en sort bien. Il n'y va pas alors qu'il est 3e parce qu'il ne peut pas, ou il se dit, il y a Pogačar qui me suit, j'y vais pas et j'attends l'étape de demain. Pourquoi il le laisse partir? Mais parce que c'est pas lui seulement qui court derrière. Si tu regardes bien les images, quand Evenepoel attaque, Vingegaard, au début, se met à rouler, mais il y a Pogačar qui vient le relayer. Et là, c'est aussi une forme de... Il le relaie pas vraiment. Non, Pogačar, il s'en fout. Mais il s'en fout, mais il le relaie. Il aurait pu rester dans cette... Moi, j'y crois pas. Il aurait pu... Justement, Vingegaard, il regarde souvent dans le rétro. Est-ce que il aurait aimé que l'autre lève, mais lui, il ne peut pas aller le chercher, il n'a plus rien. Enfin, c'est magnifique déjà ce qu'il fait Vingegaard, mais il n'a plus rien dans les chaussettes, arrêtez un peu. Eh bien justement, on va écouter. Et même lui, il y a 3-4 jours, je l'ai entendu. Pourquoi faire les yeux baissés, il fait croire au suspect, mais vous regardez trop Bonne Nuit les petits, les enfants. C'est le cas aussi de son coéquipier à Laporte. Écoutez. On ne peut pas tirer de conclusion après une bosse comme ça. Le tour il sera fini à Nice. Voilà, on va se battre jusqu'à la fin. Il a coincé, mais au final après on était là pour le ramener et sauver tout ça. Donc voilà, c'est des efforts très courts, très explosifs. On sait que ça convient très bien à Tadej aussi. Donc voilà, demain une journée encore qui va être difficile et rapide. Après deux grandes étapes de montagne. C'est ça que j'aimerais le palais. Christophe Laporte, lui, semble éventuellement encore y croire. Georges, pour vous, ça c'est plutôt plié? Non, moi j'y crois plus parce que déjà, je pense que l'argument numéro 1, c'est qu'il n'a pas la même équipe que les autres années pour l'aider et faire ce qu'il avait fait par exemple sur le col de la Lose où ils avaient fait exploser Pogačar parce qu'il y avait aussi Roglic en deuxième leader qui pouvait un petit peu perturber Pogačar et lui faire lâcher du lest. Et puis après, je regarde aussi tout le Tour de France. À aucun moment il prend vraiment le dessus sur Pogačar depuis le début, même si on dit il monte en puissance, il va arriver jusqu'à la 3e semaine. Le seul moment, on va dire, haut de Vingegaard, c'est quand il revient sur Pogačar, il le bat au sprint. Quoi. Donc il n'y a jamais un moment où il le fait exploser, il le fait douter. J'ai du mal à croire à une métamorphose, peut-être que j'hallucine. Il n'y a plus aucune étape pour que Vingegaard revienne. Enfin, à part Isola 2000, il faut vraiment un jour sans de Pogačar et un jour très haut. Il n'y en a pas eu depuis le début de l'année. Et c'est pour ça. Et il faut un jour très très haut pour Vingegaard et c'est là où le doute il existe. Est-ce que Vingegaard aujourd'hui est capable d'avoir un jour très très haut pour reprendre plus de 3 minutes à Pogačar, à part Isola 2000? Non, pas pour reprendre 3 minutes, je suis d'accord. Là-dessus, les écarts, on l'a dit de toute façon au soir des Pyrénées, les écarts sont tels qu'on ne voit pas comment ils pourraient être compensés. Maintenant, sur la hiérarchie des forces encore en présence, il faut se méfier. Une équipe peut être impressionnante pendant la 2e semaine, s'effondrer pendant la 3e, ça s'est quand même vu. Je te l'accorde, ça ne s'est pas vu avec les Visma ces dernières années. Est-ce que ça se verra avec UAE aujourd'hui? Ils n'étaient pas très bien. Et on a dit, j'ai lu, ils se sont fait piéger. J'ai l'impression que c'était quand même à la pédale qu'on a vu Yates, pas celui qui était devant, mais son frère jumeau, donc coéquipier de Pogačar, qui était derrière. Ils étaient 2 d'ailleurs derrière. Donc voilà, faut être prudent. Et en ce qui concerne Vingegaard, pour reprendre les risques que tu disais, aujourd'hui, à l'issue de cette étape aujourd'hui, je serais bien incapable de dire si Vingegaard, il fatigue ou s'il temporise avant les dernières étapes. Franchement, on peut avoir les deux. On peut le voir se décliner, comme on peut le voir avoir une très belle journée, comme il a l'habitude de le faire en 3e semaine. Patrick, justement, on va se projeter sur l'étape de demain. Ce sera entre Gap et le fief de Bernard Lyons, Barcelonnette. Qu'est-ce que l'on peut anticiper? Et de Garance-Ferro également. Et de Garance-Ferro, du coup. Notre chef d'édition, oui. Effectivement, regardez, c'est une étape. Alors là, si demain, c'est pas une étape de baroudeur, je sais plus ce que c'est. On est en 3e semaine, il y a des bosses de... C'est jamais plat. Hein. Ça existe encore, les baroudeurs? Mal plat. C'est mal plat, ouais, effectivement, comme on dit sûrement à Barcelonnette. Et vous voyez que cette étape, elle convient parfaitement aux baroudeurs. Hier, j'avais dit que les Français avaient 100% de réussite sur les échappées de baroudeurs. Mince, c'est Carapace qui a gagné, ça fait plus que 75% de réussite. Vous vous rendez compte qu'on aura eu 4 étapes, si demain il y a bien des baroudeurs devant qui auront pu convenir à ce type de coureurs. Les baroudeurs, évidemment, les coureurs qui partent très tôt. Aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le cas d'ailleurs, et qui arrivent à résister au retour des meilleurs. Mais je ne vois vraiment pas demain les favoris se faire la guerre. Ça, on peut être à peu près à l'abri là-dessus. On découvre des endroits grâce au Tour de France. On a découvert la planche des belles filles. Là, je viens de découvrir la côte des demoiselles coiffées. Ah oui, dernière difficulté. Oui, sur les hauteurs du lac de Serponçon, je te recommande. C'est vraiment magnifique. Claire Bricogne, votre sensation sur l'étape de demain?
Eh ben, je suis totalement d'accord avec Patrick Chassé. D'ailleurs, Charles-Antoine Nora a interviewé pas mal de coureurs qui disaient ça également, que c'était en tout cas une des dernières étapes où on pouvait être quasiment sûr que c'est une échappée qui pouvait aller au bout. En tout cas, sur le papier, c'est vraiment ce que le peloton attend demain, comme ce qu'on attendait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même une énorme bagarre, hein. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment avoir les jambes encore demain pour y aller. Mais il y a beaucoup de coureurs français qui sont motivés également, donc on espère que ça va augmenter la stat de Patrick.